Bienvenue dans ce deuxième épisode de Top 1 ou rien. Je vous l'avais dit lors du premier, mais dans ce deuxième, on invite les meilleurs de leur domaine et on commence avec Victor, qui est spécialiste outbound chez Lemlist, autant dire le meilleur outil de prospection qui existe aujourd'hui sur le marché. Je sais qu'il y en a plein qui ont peur de faire de la prospection téléphonique, donc qui préfèrent envoyer des messages. Encore faut-il envoyer les bons. Et pour ça, Victor va nous donner ses meilleurs conseils, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Bien évidemment, on n'oublie pas, on est sur du concret. Donc il va nous montrer étape par étape comment construire une séquence qui est convertie au maximum. C'est parti. Ça va, Victor? Ça va et toi? Oui, ça va. Tu me disais en off que tu étais consultant avant, que tu n'avais jamais vraiment été sales. Pourtant, aujourd'hui, tu fais de la prospection via le mailing. Donc Ouais. c'est du sales. Est-ce que tu peux justement m'expliquer et expliquer aux auditeurs un petit peu, c'est quoi pour toi la différence entre être consultant sur de l'emailing et être sales? Il y a un parallèle que j'aime bien, c'est de dire que, la prospection automatisée, bon la prospection on va dire, c'est un peu comme, si tu étais sur une app de dating, tu échanges en asynchrone avec quelqu'un jusqu'au moment où tu as suffisamment envie de le voir en direct. Tu te dis: «Là, je peux prendre un peu de mon temps pour rencontrer cette personne parce que ce qu'on s'est dit en asynchrone, ça m'a donné envie d'en savoir plus» et à ce titre-là, le sales, ça va plus être le date en lui-même et le post-sales, le CSM, ça va être, le couple en fait et tu peux être très bon sur, du date et très mauvais en couple et en appli de rencontre, on va dire et tu peux être très bon sur l'un et moi, je pense que ma zone de génie, elle est plus sur, comment je date sur les applis que comment je suis en couple, quoi, tu vois? OK, super intéressant. J'aime bien le parallèle. Je trouve que ça parle à beaucoup de monde. Est-ce que tu peux justement nous expliquer, c'est quoi pour toi un excellent, mail de prospection et surtout comment tu définis quelqu'un qui le fait vraiment bien? Je pense qu'il faut se sortir de la tête aussi que, notamment quand tu fais de la prospection automatisée ou via Lemlist, faut pas te dire: «Je fais de la prospection automatisée via Lemlist». En fait, tu cherches à enlever la partie, manuelle où tu n'as pas de plus-value de ta prospection. Et à ce titre-là, je pense qu'il faut du coup repartir de: je n'envoie pas un email à quelqu'un que j'aurais pas contacté si j'avais dû le faire manuellement et je OK. n'envoie pas un email où quand je le relis a posteriori, je me dis: «Bah, moi, j'aurais pas répondu» ou «Si j'avais dû le faire manuellement, j'aurais pas écrit ça». En fait, du coup, tu peux pas t'attendre à avoir des résultats similaires si tu as un process, différent de ce que tu aurais fait manuellement et du coup, je pense qu'il faut repartir de: je m'assure que les gens que je mets dans mes campagnes, j'ai une excellente raison de les contacter. Genre, c'est un close lost, c'est quelqu'un à qui j'ai parlé et pour une raison X ou Y, on n'a pas converti à l'époque. C'est quelqu'un ou que je connais déjà de mon réseau, quelqu'un avec qui j'ai fait mon école. C'est quelqu'un, qui m'a été recommandé par un client que j'accompagne et avec qui est hyper satisfait, ce genre de truc. Si j'ai pas des excellents ou si j'ai fini les excellents, avec ma bande passante, je vais dans les très, très bonnes raisons de les contacter et là, ça va être, quelqu'un qui s'engage avec mon contenu sur les réseaux, quelqu'un qui a téléchargé un livre blanc ou quelqu'un qui est dans une industrie où moi je suis hyper connu dans cette industrie et je suis très fort et du coup, il a une très bonne raison de me contacter. Parce que du coup, si je m'adresse à des gens moins bons que ça, je peux pas m'attendre à avoir des super résultats, quoi. Moi, j'ai souvent ce, parallèle-là, que je dis à mes élèves, c'est, ils disent: «Voilà, moi, j'ai peur, de prospecter au téléphone. Du coup, je me suis dit que j'allais faire des messages». Mais on va pas se mentir, je pense que pour toi, c'est pareil, les messages de prospection qu'on reçoit, Ouais. ils sont vraiment pour la majorité pas fous et je trouve que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est pas des choses que les gens diraient à l'oral et ils sont un peu perdus là-dessus et très souvent, il y a 2 problèmes. Il y a, je ne sais pas qui cibler, donc c'est ce que tu as dit, c'est, tu vois, je sais que telle personne, j'aurais une bonne raison de la contacter. Mais imaginons que, tu lances ton activité et que tu as pas forcément eu beaucoup de clients au début, bah, tu sais pas forcément qui contacter, par où commencer. Je prends même un sales qui arrive dans une boîte, tu vois? Il va pas savoir instinctivement qui contacter et surtout, une fois qu'il a peut-être identifié la personne, c'est: «Qu'est-ce que je lui dis?» Ouais. OK, je sais que par exemple, moi, je vends, un SaaS qui aide, les directeurs commerciaux. OK, à, mieux piloter, les équipes sales. Très bien, mais en fait, quel type de directeurs commerciaux je contacte? Comment toi tu fais pour identifier les meilleures cibles, donc celles qui finalement, vont te rapporter le plus? Qu'est-ce que tu regardes? Et ensuite, comment tu construis ton message? Je pense que, si tu sais que ton process, ton produit, ton service, il fonctionne bien sur une cible en particulier, le meilleur truc à faire, c'est de lookalike. Parce qu'en fait, tu sais que tu as identifié des gens avec lesquels tu as Pour travaillé. traduire, lookalike. Lookalike, c'est des gens, justement qui sont, potentiellement la copie conforme, le jumeau de quelqu'un que tu connais déjà. Enfin, le sosie, on va dire. C'est ça lookalike, c'est le OK. sosie d'une entreprise ou d'un client que tu as déjà accompagné. Donc forcément, si tu as accompagné typiquement un directeur commercial et peut-être que tu commences ton business et en fait, c'était ton frère ou peut-être que c'était ton cousin ou peut-être que c'était quelqu'un que tu connaissais. En fait, il donc déjà, comment tu trouves quelqu'un qui a un peu les mêmes critères, qui raisonne un peu de la même manière? Et justement, quand je dis raisonne, c'est à dessein parce que souvent, on va se dire: «Ah moi, j'ai accompagné,
n'importe quoi, un directeur commercial d'un SaaS, mais en fait, c'est pas vraiment ça que tu as accompagné. En fait, tu as peut-être plutôt accompagné, quelqu'un qui a qui est seul, ou qui a un AE, qui est dans une startup de station F, qui cherche à décoller et en fait, s'il prouve pas son PMF bientôt, sa startup elle disparaît et c'est plutôt ça que tu as accompagné plutôt qu'un chief commercial officer parce que le chief commercial officer ou le head of, sales de, Axway, Salesforce et cetera, ils ont beau avoir le même job title, ils font pas du tout le même métier. Donc, si je comprends, si je comprends bien de ce que tu viens de me dire, le sujet, c'est pas tant j'accompagne un job title, donc j'accompagne un directeur commercial, c'est OK, quel est son enjeu? Ouais, Quel est le risque qu'il a s'il ne travaille pas avec moi? exactement. Et donc, du coup, je vais aller chercher plutôt des gens qui sont face à cet enjeu-là et face à ce risque-là. Donc, typiquement, si j'ai pas rentré X clients, bah, j'ai un risque pour mon job. Et Exactement. donc, on m'a donné un budget pour recruter une personne. Et donc, je vais chercher des directeurs commerciaux qui vont recruter une personne avec une start-up dans un domaine où on le sait, c'est très compétitif et on doit prouver des choses rapidement, soit pour lever, soit au contraire justement pour essayer de s'autofinancer. Ça peut Ouais, marcher aussi en bootstrap. Hem, je vais regarder ces 3 critères-là et donc je vais pas m'arrêter juste à la première surface de, ICP, Ideal Customer Profile, mais vraiment, je vais aller un petit peu plus loin sur l'enjeu, d'où l'importance peut-être de plus connaître sa cible ouais, et donc de commencer à bien comprendre les enjeux et analyser un peu plus loin que, juste le titre et le rôle. ouais. Ce qui va me persuader, en fait, c'est mes motivations et mes émotions profondes. Je vais pas enfin, ça peut arriver qu'on comme on dit, qu'on convainque, donc qu'on arrive à persuader quelqu'un, mais du coup avec, un côté, factuel de: «J'ai aidé X à faire Y et du coup, je peux faire pareil pour toi». Mmh. Mais en fait, là où tu vas vraiment avoir une plus-value, c'est quand tu vas persuader avec tes émotions et du coup, tu vas montrer à quelqu'un, j'ai accompagné quelqu'un qui était en galère, qui avait 0 client, et je l'ai aidé à voir à 6 mois, enfin, tu vois? Plus se baser sur des émotions et à ce titre-là, typiquement, nous, on a accompagné là, sur l'offre de coaching de Lemlist, une boîte de Station F à enfin, en amont de leur levée, on va pas dire que c'est grâce à nous à 100 mais en amont de leur levée à de 2 000 000 en fait, à prouver leur PMF, leur product market fit, prouver qui est en fait leur cible, qu'est-ce qu'il faut qu'ils leur disent pour que ça convertisse, pour qu'ils génèrent des rendez-vous, montrer qu'ils ont de l'attraction et en fait, c'est ça qu'on veut montrer à quelqu'un et ça peut être, un fondateur, CTO même, si je lui dis: «Je peux t'accompagner à montrer ta traction derrière levée et derrière tout ce que ça implique pour toi en termes de rêve et de bâtir une startup, une licorne potentiellement». En fait, c'est ces motivations intrinsèques qu'il faut que j'aille chercher et ça, c'est pas un job title, c'est pas une industrie, c'est, plus une dynamique d'entreprise, quoi. C'est ultra intéressant parce que ce que je vois et c'est vraiment la différence entre quelqu'un qui fait des bons messages de prospection et quelqu'un qui a compris pourquoi il les fait. Ouais. Donc on voit vraiment la différence entre le top 10 et le top 1. Je fais des bons messages de prospection qui prennent des rendez-vous et en fait, j'ai compris pourquoi je les faisais et comme j'ai compris pourquoi je les faisais, du coup, je convertis plus. Et ce que tu dis, je pense, que ça peut parler à beaucoup de gens, c'est toute la réflexion que tu as derrière. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pas juste à: «OK, je vais prospecter telle typologie de personne et je vais lui dire ce que je peux lui apporter». Très souvent, moi, je le vois dans les messages de prospection, c'est en fait, ils parlent du format, mais ils parlent pas forcément du fond. Ouais, Tu sais, ils disent, «Nous, on a un accompagnement en X temps où on va t'aider à faire ça, on a un SaaS qui fait ça» et en fait, c'est très, voilà ce que ça fait. Mais ça explique jamais où ça va t'emmener concrètement et surtout comment ça va le faire. ouais, Donc c'est-à-dire que ça va te dire: «Bon, on va t'aider à doubler tes ventes». Ouais, mais tu m'expliques pas par quel chemin je vais passer et du coup, c'est difficile pour moi de me projeter et de comprendre si effectivement tu peux m'aider et on voit que tu as toute cette réflexion. Du coup, j'imagine que c'est quelque chose que tu intègres dans ton message ensuite. bah, ouais, enfin, c'est exactement ça. Hem Je comprends quand tu travailles dans une entreprise que tu as envie c'est un peu ton bébé et tu as envie de montrer à quel point il est bien et à quel point tu as cette fonctionnalité et cetera. Donc ça, c'est cool, mais moi, si tu viens me prospecter en me disant: «Regarde, je suis meilleur que les autres», c'est pas ça qui va me parler. Alors que si tu viens me parler en me citant un pain point, donc une douleur que je ressens au quotidien et qu'en fait, je commence à comprendre que tu as bien compris ma douleur, tu as bien compris, en quoi ça impacte mon business. C'est pas simplement que, je passe du temps, sur Excel ou que je passe du temps, sur HubSpot. C'est que concrètement, du coup, je passe pas du temps sur ce qui a de la valeur pour moi, que, je sais pas qui je dois recruter, je sais pas quand et cetera. Donc là, tu comprends ce que ça veut dire pour moi et peut-être que du coup, ça m'enlève 1 million de CA par an. Tu Mmh. arrives à le chiffrer et moi, je me dis: «Ah ouais, ça a l'air d'être à peu près ça». Bah, du coup, si tu me dis: «Je peux te sauver, un 1 000 de CA par an VS j'ai une fonctionnalité qui fait ça», je sais à qui je réponds quoi, entre 2 messages. Après, il faut faire attention aux surpromesses, que j'ai parfois l'impression qu'il y en a plein qui, tu vois, des fois, ils envoient des messages, c'est pas forcément ciblé. Je prends l'exemple, moi, j'en ai plein qui m'envoient des DM, et qui me disent: «Challenge, je vais t'aider à scaler ton activité de, 50 à 100». Mais en fait, tu sais même pas combien je fais de chiffres. Ouais. Donc en fait, tu me dis ça et en plus, la plupart du temps, ils sont en dessous. Du coup, je me dis: «Bah, en fait, c'est dommage parce que potentiellement,
tu aurais pu m'intéresser, mais en fait, comme tu me donnes quelque chose qui est trop bas, alors que c'est pas forcément ce que je vise, je me dis: «Bah, c'est pas trop pertinent», donc faut faire attention peut-être aux suppositions. Ouais. Comment toi, tu fais justement pour différencier la chose et te dire: «OK, je suis pas sur une supposition, je suis vraiment sur quelque chose qui a été construit de A à Z»? En fait, je pense que les gens qui t'ont contacté, ils ont montré qu'ils s'y connaissaient pas si bien dans ton secteur et qu'ils avaient pas les bons ordres de grandeur en tête. Je pense qu'il y a une grosse partie de la prospection qui est comme on disait tout à l'heure, en amont, du moment où on va sacraliser 30 minutes chacun dans nos agendas pour se rencontrer. Il faut que je te prouve que j'ai suffisamment compris ce que tu fais et qu'à minima de dire, quand je vais prendre 30 minutes avec Victor, il va me vendre un truc. Au moins tu te dis, on va avoir une discussion où je vais ressortir avec plus de data, plus d'insight. On va avoir une bonne discussion et à ce titre-là, si je te montre que j'ai accompagné une entreprise qui est hyper similaire, qu'on est passé tu vois, d'un ROI de temps à un ROI de temps ou n'importe quel KPI et du coup, partant de toi, je peux me dire, bah, vu que mon entreprise, typiquement, j'ai accompagné une autre coach, qui avait tant de reach et toi, je vois que tu as plutôt tel reach, bah, je réplique mon calcul de, mon augmentation ou je réplique mon calcul de ratio avec tes chiffres en départ et en fait, il est possible que je tombe un peu à côté, mais si je tombe pas très à côté, tu vas te dire quand même: «OK, il sait quel KPI je regarde, il sait, ce qui est important pour mon business» et cetera, quoi. Donc OK. c'est juste repartir d'une réalité qui est indéniable. Après peut-être que ta supposition elle est un peu fausse, mais déjà, au moins j'ai fait le travail pour toi de faire le calcul et c'est souvent ça, le truc, c'est de te dire: «Je sais que je suis en mesure de doubler cette chose-là ou de passer de X à Y». Je peux déjà te donner ça et toi tu verras ce que tu fais avec ça et si ça se trouve, je me trompe. Mais déjà, je te montre que je sais ce que tu regardes et ça, c'est important. Justement, restez bien jusqu'au bout de cet épisode parce qu'ensuite on va faire une séquence from scratch, avec Victor. L'idée, c'est de rentrer dans le concret, donc c'est exactement ce qu'on va faire et avant justement de rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on construit une séquence, et cetera, qu'est-ce que tu recommandes? J'ai souvent cette question de, moi j'ai peur de prospecter, j'ai peur de faire du cold call, donc je préfère envoyer des messages. Mais en fait, j'ai l'impression que dans les messages qui sont envoyés, c'est un peu juste pour la bonne conscience de se dire: «Bah, j'ai fait de la prospection, Ouais, j'ai envoyé des messages et puis, ensuite on verra si ça marche». ouais. Comment tu fais toi pour essayer d'aider peut-être même les fondateurs que tu accompagnes ou même au sein de l'Emlist pour que les utilisateurs ne l'utilisent pas en mode: «Bah, on a un outil qui va, un peu Mmh. tirer dans le tas». Moi, j'ai souvent ça, c'est on va envoyer 4 000 mails et puis on verra là où ça mord. Ouais, Comment tu fais pour sortir un peu de cet état d'esprit qui est contre-intuitif pour le cerveau de se dire: «Bah, en fait, si je touche plus de personnes, forcément j'aurai plus de résultats»? je suis d'accord avec toi et je le vois toute la journée. J'ai des gens potentiellement d'ailleurs qui sont très bons en prospection manuelle et d'un coup, ils disent: «L'EMList, ça marche pas parce que manuellement, je fais X et avec, l'EMList, je fais Y qui est beaucoup plus petit que X, quoi. J'ai beaucoup moins de résultats, que ma prospection manuelle» et en fait, c'est parce que les gens, ils ont tendance à penser: «Je prends une solution qui me permet d'envoyer 500 mails par jour, potentiellement, donc je vais envoyer 500 mails par jour». Sauf que Ouais, c'est pas ça qui marchait avant et c'est pas ça qui marchera après. Passer de 0 à 500, ça va impliquer que tu vas être beaucoup moins pertinent sur ta proposition de valeur. Tu vas dire des choses, tu vas être générique dans ton mail parce que tu dis: «Vu qu'il y a 500 personnes qui doivent se sentir concernées, il faut que je fasse un truc suffisamment large». Sauf que du coup, personne va se sentir concerné, mmh, même les gens qui auraient été concernés, manuellement, quoi. Ouais, tu vas devoir, faire des concessions sur ta pertinence, alors que ce qui fait que ton email manuel, il marche, c'est que ça se voit qu'il est manuel, que peut-être les gens, ils te connaissent déjà. Si tu les as prospectés manuellement, c'est peut-être justement parce que tu es parti du bon postulat, que quelqu'un qui te connaît, il va avoir davantage une réciprocité à te répondre et il va avoir envie de te répondre. Ça se trouve, vous connaissez, vous avez déjà travaillé ensemble, vous avez travaillé quand il était dans une autre entreprise. Donc c'est vrai de partir du postulat tu auras un meilleur taux de réponse parce que c'est juste naturel, quoi. Et ouais, repartir du fait que c'est de la prospection manuelle où tu vas enlever toutes les tâches humaines qui servent à rien, genre inviter quelqu'un, attendre qu'il t'ait accepté. Quand il t'a accepté, là je parle de LinkedIn. Quand il t'a accepté, te rappeler pourquoi tu l'avais invité, c'était quoi déjà mon icebreaker, pourquoi je l'ai vu, où est-ce que je l'ai vu dans mon feed et cetera. En fait, toute cette partie-là manuelle qui te fait perdre du temps, tu l'automatises. Par contre, savoir qui tu vas mettre dans ta campagne dans un premier temps, pour quelles raisons, savoir faire un rapprochement entre un client que tu as eu par le passé et ce client-là, enfin ce prospect-là, en quoi ils se ressemblent, pourquoi ils ont des motivations, similaires. C'est ça qui va apporter vraiment de la valeur et du coup, il faut pas se dire: «C'est un autre sport». C'est pas un autre sport. C'est pas, il y a la prospection manuelle et il y a la prospection automatisée. C'est juste il y a la prospection automatisée qui est la version, où on gagne du temps de la prospection manuelle, quoi et donc concrètement, ça veut dire, savoir pourquoi tu contactes quelqu'un et te rappeler que tu es un humain, c'est un humain, que vous allez vous comme on disait plutôt, vous allez vous parler de manière asynchrone jusqu'à ce que vous vous disiez: «C'est une bonne idée qu'on se rencontre». Donc en fait, je dois te donner de la valeur, je dois,
on doit se tendre des perches mutuellement, je dois comprendre ton truc, je dois potentiellement un truc qui est gratuit pour moi et qui te coûterait de l'argent, bah, peut-être que je peux te le donner. Parce que comme ça donne un peu une réciprocité et je te donne de la valeur, peut-être que tu vas me donner ton temps en échange, avec un call et c'est comme un rapport humain, quoi, comme un rapport avec des collègues, avec des amis, avec n'importe qui. Si on rentre un peu plus dans le concret, moi je vois 2 patterns, qui ressortent, donc 2 habitudes qui ressortent un petit peu, soit, des commerciaux, soit des CEO. C'est la première, c'est avoir une posture un peu basse et donc tu vois, j'ai vu que tu l'avais un peu mentionné, mais c'est, ah bah, il me donne de son temps et donc j'arrive dans l'appel un peu en posture basse de, je suis là pour te prouver qu'en fait je suis légitime et que ça vaut le coup de passer du temps avec moi. Alors que l'idée, c'est plus d'arriver dans une posture d'égal à égal et de dire: «Bah, Mmh. voilà, comment je pense que je peux t'aider? Est-ce que c'est pertinent et comment est-ce qu'on va plus loin si effectivement, il y a un intérêt? Ça, c'est la première chose. Donc c'est comment tu fais toi pour, dans ton message non plus, ne pas être en mode, «S'il vous plaît, accordez-moi un rendez-vous», pour pas avoir cette habitude de posture basse. Et la deuxième chose, c'est, comment est-ce que tu fais, quand par exemple tu as comment je pourrais formuler ça pour que ce soit le plus clair possible? Comment est-ce que tu fais toi pour sortir un peu de la l'image que tu as envie de refléter dans le message? Par exemple, je le vois très souvent, mais il y a la notion de posture basse, mais il y a aussi l'image que je veux mettre. J'ai envie de montrer que je suis éloquent, donc je vais commencer à utiliser des mots, c'est un peu compliqué de «je me permets de vous envoyer un message parce que je me suis dit que peut-être que», et en fait, c'est tellement long qu'au final, ça fait un message super long et c'est pas Mmh. assez court, je trouve. L'idée, c'est vraiment de faire, 3-4 lignes sans pour autant tomber dans le familier. Donc c'est vraiment toujours l'histoire que tu te racontes, je trouve, dans ta tête. Comment toi tu fais pour aider les gens à sortir de cette histoire et peut-être toi comment tu as fait aussi au début quand tu as fait tes messages Ouais. pour sortir de, ce truc peut-être un peu trop enrobé? Je commence par la deuxième question et relance-moi sur la première re si j'oublie, mais en gros, je pense que tu veux partir de, le résultat que tu veux générer, c'est quoi? Moi, ma recommandation aujourd'hui, c'est que générer un rendez-vous avec un cold email, même avec un message LinkedIn à froid, ça va pas arriver aujourd'hui, c'est trop dur. De dire, «Est-ce que vous voulez qu'on prenne 30 minutes ensemble?» «Oui». Ça arrive plus aujourd'hui. Il faut que C'est justement très rare. qu'on ait une très bonne raison de se parler ou à la rigueur, nous on se connaît, je t'envoie un message sur LinkedIn après ce podcast, je te dis: «Ça te dit qu'on prenne 30 minutes?» Peut-être que tu vas me les accorder parce que voilà, on se connaît mieux. Mais quelqu'un qui te connaît de ni d'Ève ni d'Adam, d'un coup, c'est quand même très rare qu'il t'accorde 30 minutes. Donc plutôt essayer de générer une réponse. Et si je veux générer une réponse, qu'est-ce que ça implique? Déjà, ça implique qu'a priori, j'ai posé une question ou en tout cas, j'ai invité à la réponse. Donc réfléchir en partant du call to action, c'est-à-dire, mon appel à l'action, ça doit être un truc qui génère une réponse. Moi, je rencontre des gens qui me disent, une fois de plus: «L'Emile, ça marche pas parce que j'ai pas de réponse, j'ai 1 de taux de réponse et c'est tout négatif». Je regarde l'email, le call to action, c'est: «Est-ce que vous voulez qu'on prenne 30 minutes?» Soit la réponse c'est oui, il y a pas de réponse, genre il prend le rendez-vous par exemple, soit la réponse c'est non et du coup, il s'embête même pas à dire non, donc il répond pas ou alors il dit: «Enlevez-moi de ma Mmh. liste de prospection». Alors que si tu lui dis, «Est-ce que vous voulez que je vous envoie X? Est-ce que je peux vous partager un recording, où je montre comment, Shannon, je peux t'aider à faire, Y?» Est-ce que je peux t'envoyer la dernière étude qu'on a où on a compilé, 100 000, reporting de campagne pour te déterminer c'est quoi le meilleur message de prospection LinkedIn. Que des trucs qui sont irrefusables, soit de la valeur gratuite, soit un truc qui va te faire gagner du temps, soit un truc qui va te permettre de te faire «mousser» auprès de ton boss entre guillemets ou auprès de tes autres collègues. Si Mmh. toi tu fais partie d'une équipe de sales qui vous utilisez tous la liste et moi je viens de voir en disant: «Eh tente cette campagne, tu vas voir, elle va super bien fonctionner» et tente-les sur ces leads et que tu as plein de résultats, bah, tu vas avoir envie de répliquer l'expérience et me dire: «Bah, en fait, maintenant, je veux que tu me coaches, je veux avoir ces résultats tout le temps, je veux être meilleur que les autres tout le temps». Je pense que c'est un truc qui te Mmh. parle, tu vois? Et du coup, pour arriver à ce call to action et que la personne dise oui, le début de mon mail, ça doit être: comment je prouve que je comprends ce que je dis et que ça va avoir de la valeur de parler avec moi? Et donc c'est ce que je te disais, il y a plein de trucs, il y a la réciprocité, il y a un peu l'autorité aussi, enfin tous ces leviers-là, qui psychologiquement vont me faire: «En fait, il faut que je parle à cette personne, ça va être trop intéressant». Donc typiquement, je vous prie de, enfin toutes les formules de politesse et cetera. Est-ce que ça va m'aider à bâtir mon autorité et à bâtir la confiance que la personne va avoir en moi? A priori pas trop, alors qu'un message hyper direct basé par exemple sur une actualité que j'ai récemment, un truc hyper direct, un peu sympathique si jamais je m'adresse à une quelqu'un qui a, 25 ans comme moi et que je lui dis un truc, un peu rigolo, peut-être que c'est ça en fait qui va lui parler. Donc c'est partir de ce que je veux générer à la fin et remonter petit à petit. Quel est le point important que je dois avoir validé avant d'en arriver là? Donc une réponse, pour ça il me faut un call to action, pour ce call to action il me faut de l'autorité et du coup, je m'assure d'avoir tout ça et c'est bon. Et donc si je résume, tu pars jamais du début. Donc tu pars pas de, comment je fais en sorte, ensuite ma première question, c'était comment faire en sorte aussi de pas faire des phrases qui soient trop Ouais, longues, tu vois? Et d'essayer d'être le plus clair possible. Du coup, tu pars de la fin ouais. pour te dire: «OK, comment
j'arrive au début et comment je construis mon message dès le début. Le début ne doit servir qu'à justifier la fin ou à maximiser la conversion OK. de la fin, tu vois? Parce que, c'est ce qu'on disait aussi, plus tu commences par, hem, un peu, page blanche, je commence, moins tu vas te diriger vers le call to action que tu vas ou alors tu vas pas avoir la bonne, le bon raisonnement. Mmh. Si tu dis: «Bah, je commence mon message et à la fin je mets mon call to action», il y a un truc qui est pas logique. Comme quand tu fais une presse qui s'enchaîne pas bien. Genre, pourquoi cette slide elle arrive maintenant? Ou enfin, ou même dans ton call sales, genre tu commences par, la démo, plutôt que de finir par la démo au moment où c'est le meilleur moment, tu vois? Donc c'est juste justifier le step qui arrive après, que ce soit logique et que je me dise: «Ah ouais, donc j'ai ce pain, c'est vrai que ce pain j'ai cette douleur, c'est vrai qu'elle génère cette, conséquence négative sur mon business. Bah, oui, bien sûr, maintenant la réponse à ce pain que tu me proposes via le call to action, j'ai envie, bien sûr. Mmh. Je peux pas m'en passer maintenant que tu m'as révélé Mmh. ce pain, quoi. Ah, c'est intéressant parce que tu parles de pain et je trouve que dans les messages de prospection, très souvent, les gens sont concentrés sur la solution qu'ils apportent et pas forcément sur pourquoi est-ce qu'ils apportent cette solution. Et faut pas que ce soit quelque chose de générique, c'est ce qu'on disait au début. Ouais. C'est vraiment comprendre la réalité de la cible qu'on a. Et du coup, ça m'amène à une autre question qui est plutôt comment est-ce qu'on segmente? Tu vois, comment est-ce que tu segmentes? Quels sont les critères sur lesquels tu vas te dire, OK, je vais segmenter ma cible Ouais. par quelle catégorie? Sur Lemlist, justement, on peut segmenter et on a les intensignals Mmh. maintenant pour nous aider à savoir à quel moment, quel est le meilleur moment pour contacter les personnes. Mais comment est-ce que tu catégorises ta segmentation? Sur quoi est-ce que tu te bases? C'est quoi un peu tes critères pour être sûr de maximiser ton taux de conversion? Ouais. Comment on segmente le plus finement possible? En fait, une fois de plus, l'AMI, ça te permet de mettre 10 000 personnes dans une campagne si tu veux, mais tu auras pas des bons résultats avec cette, campagne à 10 000 personnes. Donc je s'il faut que je fasse des campagnes de 6, 12 personnes, 12 prospects, ça c'est OK, en fait, parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir la plus-value, d'avoir un message bien targeté à chaque fois et on a l'impression que ça prend plus de temps, mais ça prend pas plus de temps parce qu'en fait, je crée, au lieu de créer une campagne de 100 personnes, je crée 10 campagnes de 10 personnes, je change une petite variable et après je mets mes leads dans ma campagne. C'est ça Mmh. ça se fait vraiment bien et au pire, c'est un petit investissement de temps peut-être, mais qui te permet tellement de ROI une fois de plus qu'en fait, tu es prêt à le faire et tu vas cibler, comme on disait, sur, des gens qui partagent pour repartir là-dessus, je pense, un même pain point. Hem, Tu vas mettre des gens qui ont la même douleur a priori et quand tu vas leur dire, hem, quand on est dans votre situation et quand je dis à chaque fois ces trucs-là, en fait, il faut être précis. Il faut dire, quand on essaie de lever des fonds ou quand, on doit recruter, un C-level ou je sais pas quoi. Quand on est dans cette situation, on rencontre tel et tel problème. Donc ça, c'est pour citer le pain point. Et on ce problème, il génère X, peut-être, si je dis, je dois recruter un C-level et je sais pas comment le trouver, tu sais, ça va me prendre 10 mois et quand je vais recruter la personne, ce sera pas la bonne personne. Donc je dois encore, passer 10 mois. Donc en fait, montrer que je comprends quelles sont les problématiques, les sous-jacents et quelle est la conséquence directe sur mon business. En quoi Mmh. ça m'empêche de réaliser potentiellement mon rêve pour aller jusque-là, tu vois? Mmh. Comment ça m'empêche de peut-être faire ma levée de fonds. Hem, Problème, je l'ai un peu agité, j'ai montré à quoi ça sert. Nous, la solution enfin, sans être avec autant de gros sabots, mais moi, la solution que j'ai trouvée et pourquoi je pense que c'est la meilleure solution, c'est X. Mais très rapidement. Est-ce que je peux vous montrer à quoi ça ressemble et cetera? Donc problème, agitation, solution. Ça, c'est ce qui marche bien et du coup, tu mets des gens dans ta campagne qui ont le même problème de base, qui va te permettre de savoir tu sais que c'est ce problème qu'ils rencontrent, donc ça va leur parler déjà, ils vont être dans le message. Et après, tu peux mettre des A/B testing, ça, tu peux faire ça dans l'Emlist s'il y a suffisamment de gens dans ta campagne ou si, au sens large, tu contactes suffisamment de personnes. Et après, tu vas avoir 6 problèmes que je sais qu'ils rencontrent. Je présente ma solution de telle manière A ou manière B. Qu'est-ce qui m'a généré le meilleur taux de réponse? Ou même, plus tard, qu'est-ce qui m'a généré un rendez-vous, Mmh. VS l'autre approche? Et en fait, sur une cible qui se ressemble, qui a les mêmes problématiques, je sais quel est le couple problème-solution, la manière de parler qui les a convaincus et là, je génère tellement d'informations, et du coup, je sais que c'est plus A que B. Bah, la prochaine fois que je fais une campagne sur cette cible ou une cible qui ressemble, je sais que je pars plutôt de A et je fais une version, A VS C et je regarde est-ce que c'est A ou C qui fonctionne et au fur et à mesure, j'ai des learnings, quoi. Il y a quelque chose que j'aimerais partager parce que je trouve ça super intéressant, dans ce que tu as dit au niveau de la cible, de bien comprendre ta cible et de la structure. J'ai l'impression que c'est un peu la même structure que tu utilises pour créer du contenu. Typiquement, quand tu crées du contenu et que tu veux aller, chercher une audience, si je prends l'exemple de moi qui sont des gens qui font de la vente, il y a quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai listé les 30 pains de ma cible et donc mon but pour créer du contenu et avoir un message qui leur parle, donc dans la manière dont je vais délivrer mon message, c'était vraiment de comprendre leur réalité. OK, c'est quoi? Bah, en fait, c'est stresser avant de faire, de la prospection. C'est, arriver en appel, à la fin, le prospect qui dit: «Je dois y réfléchir» et pas trop savoir, quoi faire ensuite, avoir la sensation de perdre le contrôle et en fait, tout ce travail que tu fais pour du contenu, en fait, ça s'applique
très bien à la prospection et c'est justement la logique qu'il faudra avoir de se dire et de se lister: «OK, c'est quoi les 30 vrais pains de ma cible dans son quotidien? Qu'est-ce qu'elle ressent? Pourquoi?» Mmh. et si on ne connaît pas bien sa cible, du coup, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à la contacter parce que comment est-ce qu'on va résoudre un problème si on ne comprend même pas quelle est sa réalité? C'est ce qu'on disait, il faut contacter que des gens qui ont des bonnes raisons, de faire appel à toi et toi, par du contenu, tu sais par avance que ta cible qui te suit, ils ont des bonnes raisons de te suivre, sinon ils ne te suivraient pas. Exactement. C'est leur, c'est pour ça qu'ils te suivent et c'est pas un hasard que ça se ressemble, c'est parce qu'en fait, c'est du marketing au sens large. Le marketing, c'est se baser sur, ou bien créer ou bien capter un besoin chez les gens et leur Mmh. apporter une solution et donc toi, tu le fais par du contenu, on peut le faire par de la prospection, on peut le faire, par plein de trucs, enfin par de la pub, télé, par de la pub Insta, c'est pareil et le problème, pour un peu débunker ça, on a l'impression que si on répond favorablement à de la prospection, on se fait avoir un peu. On a l'impression, ah bah, Ça, c'est vrai. en fait, limite, ton message, il me paraît hyper cool. Enfin, c'est vrai tout ce que tu me dis, mais vu que c'est la prospection, je suis pas chaud. Et alors qu'on n'a pas cette réflexion, sur des pubs Insta. Tu vois, moi, il y a récemment, C'est je me vrai. suis dit, «J'ai envie de porter des bagues». Je sais pas, j'ai mûri, j'ai dû me dire que j'avais envie de porter des bagues. Donc évidemment, je me suis retrouvé très rapidement à avoir un post sur 2 qui était des bagues sur Insta et j'ai fini par en acheter. Mais j'ai pas l'impression de me faire avoir parce qu'en fait, j'ai un besoin qui est né et il y a une entreprise, un joaillier en l'occurrence, qui a mieux répondu à mon besoin que les autres. En fait, la prospection, c'est la même chose que ça, sauf que c'est toi qui choisis qui tu mets dans ta campagne. Genre, si tu veux mettre 12 personnes qui ont ce point commun, bah, c'est 12 personnes qui sont pertinentes et tu vas leur donner un message hyper pertinent. Donc c'est l'inverse de se faire avoir au contraire. C'est Mmh. pas, on me met une proposition de valeur et je la suis, c'est on vient me chercher pour répondre à un problème, pourquoi je dirais non en fait? Donc si on résume, les top 1 sur, de la prospection, c'est globalement des gens qui ont compris comment s'adresser aux autres. Tu as pris l'exemple du dating, mais en fait, c'est pareil avec du contenu, c'est pareil avec de l'ads, c'est pareil même avec, de la prospection. C'est-à-dire que ce que tu dis dans le message, en fait, tu peux très bien l'utiliser comme accroche au téléphone. Et au final, le sujet, c'est toujours: est-ce que tu comprends vraiment la personne à qui tu parles? Est-ce que tu as vraiment compris son quotidien et ses motivations? Est-ce que tu t'es suffisamment intéressé à elle? Après, le sujet de s'intéresser à elle, c'est, ça sert à rien d'envoyer un message et commencer à poser des questions qui sont beaucoup trop intrusives ou ouvertes. Grave. Mais vraiment, être dans le concret, voilà la valeur que je peux apporter et pourquoi et comment j'en suis arrivée là, très simplement. Faire court, concis mais impactant, éviter les mots, qui servent un petit peu à rien et on le verra justement dans la construction de la séquence, juste après et surtout avoir ce framework dont tu as parlé, qui est du coup problématique, si je résume, c'est Ouais, ça? Problématique, agitation. ouais, agitation donc je mets en rapport un problème purement opérationnel avec un problème business en fait. OK. Hem, Et c'est call to action. ouais. Justement, ce serait quoi toi ton top conseil, le conseil que tu donnerais, à, quelqu'un s'il veut, atteindre le top 1 en termes de conversion et de prospection? Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, oublie pas que tu es un humain qui s'adresse à un autre humain et genre, arrête de enfin, faut pas croire qu'une fois de plus, c'est un autre sport et que, faire la prospection automatisée, ça n'a rien à voir avec la prospection. Tu es un humain qui parle à un autre humain, oublie pas ça, oublie pas que ton métier, si tu es sales ou a fortiori si tu es entrepreneur, c'est de créer un truc qui va améliorer le quotidien des gens et donc ne rentre pas dans un rôle de: «Il faut que je prospecte». Non, rentre dans un rôle de: «Comment je fais pour trouver des gens qui ont ce besoin et je peux enfin, le plus grand nombre de personnes auxquelles je peux améliorer la vie, quoi». Mmh. Donc il y a ça et sinon un truc que j'aime bien recommander pour faire en sorte que ton message il ait l'air de se tenir et d'être naturel, c'est de mettre tes potes ou tes collègues dans des messages de prospection. Parce qu'en fait, si tu envoies un message à un pote, tel que tu l'aurais envoyé à ton client et qu'il te dit: «Mec, meuf, fais attention, tu m'as mis dans une campagne», ça veut déjà dire que ton propre pote qui te connaît, il t'a dit il a compris que c'était une campagne, que c'était pas toi qui s'adressait à lui directement. Donc s'il te dit ça, a fortiori ta campagne elle va pas fonctionner sur des gens qui te connaissent pas. Alors que Ah, s'il très bon type, c'est ça. alors que s'il te dit, hem, «Ah intéressant, je transmets en interne», meilleur cas. Ou s'il te dit, «Pourquoi tu m'envoies ça?» déjà ça a l'air au moins d'être naturel parce il se dit, ou, «Tu t'es trompé de Victor», tu vois? Bah, en fait ça a au moins l'air d'être naturel, pertinent, de faire sens et même on parlait de dating tout à l'heure, mais, c'est un truc que tu peux pas faire en dating, mais que tu peux faire en prospection, c'est que tu peux demander à ton ex, entre guillemets. Tu peux demander à un client que tu as déjà closé ou un ancien client avec lequel tu t'entends bien et tu lui dis: «Si je t'avais envoyé ça à l'époque, est-ce que tu aurais répondu? Est-ce qu'on aurait eu un rendez-vous? Est-ce qu'on aurait eu un date?» Et en vrai, ça, c'est le meilleur moyen de voir quelqu'un qui a vraiment ces problématiques, que Mmh. tu as déjà aidé, qui se disent et s'il dit: «Non», bah, a priori, c'est qu'il faut revoir, faut repartir vraiment de son besoin, quoi. C'est super intéressant parce que c'est un conseil que je donne à mes élèves. Je leur dis d'appeler les anciens clients et de leur demander pourquoi est-ce qu'ils sont signés. Basé sur ces réponses-là, mettez-le dans un mail de prospection. Bah, ouais et tu leur demandes surtout de donne-moi 5 personnes à ton avis qui ont ce problème aussi parce que en vrai, c'est un bon Exactement. tips et après donc tu prends ces 5 personnes, tu essaies de les convertir.
ces 5 personnes, tu fais des lookalikes de chacun et c'est comme ça que tu construis un Exactement. Donc, on commence par une cible potentiellement qu'on connaît ou avec qui on a des affinités, qui est quand même la cible la plus facile à aller chercher. ouais, On teste notre message là-dessus, on voit ce qu'ils en pensent et donc c'est la première étape. Ensuite, on commence à se dire: «OK, c'est quoi les patterns communs qu'ils ont en dehors de leur titre, en dehors de leur ouais, job? Qu'est-ce qui revient le plus?» On essaye de lister un maximum de 10 à 15 pains qui reviennent. Basé là-dessus, on construit notre message avec le framework, problématique, agitation et call to par action. exemple. Il y en a d'autres, mais celui-là est bien. Là est bien. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit: «OK, bon maintenant comment je vais chercher des gens similaires, peut-être que je ne connais pas tout de suite et je vais leur renvoyer des messages» Ouais, et on l'a dit, c'est pas sur le premier message qu'on va avoir un rendez-vous. HubSpot avait donné une stat, on était en moyenne entre 6 et 8 relances pour avoir un premier retour. ouais. Donc il faut quand même, y aller, par plusieurs canaux et justement alterner entre, peut-être du message LinkedIn. On peut faire aussi des vocaux. Moi, je trouve que ça fonctionne vachement bien les vocaux maintenant. Ça dépend de la cible. Ça dépend de la cible, c'est Si vrai. tu vas chercher un CEO de 55 ans, dans une PME, en campagne, il va pas être aussi touché que, quelqu'un de nos âges, tu vois? C'est Mais vrai. à Paris. Mais ça peut très bien marcher, ouais. Ouais, de fou. OK, top, super intéressant. On passe à la pratique maintenant. Let's go. On le sait, pour devenir top 1, il faut pratiquer. Pour pratiquer, on a Victor qui va nous faire du coup une séquence from scratch. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous aurez du coup l'exemple avec la capture d'écran. Et pour ceux qui nous écoutent, bah, je vous invite à prendre votre Spotify ou Apple Music et à regarder la vidéo. Ne le faites pas si vous êtes en voiture, évidemment. C'est toujours casse-gueule de le faire en Du live, coup, mais on va tester. on va le faire, on adore les challenges. Est-ce que tu veux me donner un peu une industrie, qu'on va aller chercher? On va prendre une industrie qui va parler à tout le monde. On va prendre par exemple, je sais pas, la création de site internet. Très simple. OK. Donc imaginons, voilà, je sais pas, je suis freelance ou je suis une agence. Je propose du site internet, de la refonte, graphique et cetera. Donc je propose de la prestation de service. Mmh. J'imagine que c'est une grosse part de vos clients aussi de la Ouais, la prestation de carrément. service. Je propose de la prestation de service. Comment est-ce que tu m'aiderais à construire ma séquence? Par quoi tu démarrais? Ce serait quoi la logique que tu utiliserais? Juste pour être sûr, dans l'idéal, je voudrais repartir, de close lost comme on l'a dit, des gens avec qui j'ai parlé, avec qui ça a pas marché, ou bien j'aimerais partir de quelqu'un, une connaissance commune et cetera. Mais là, admettons que j'ai déjà à peu près ça et que je cherche plus à élargir mon réseau. J'ai plus rien à aller chercher chez moi. OK, donc là, on est sur du froid, froid pur. On va ouvrir un petit peu le champ des possibles. Mais par contre, ce que je te demande, c'est est-ce que, pour être des bons élèves et pour faire des séquences pas trop volumineuses et avec un pain point, sur quelle industrie je suis pertinent moi? Est-ce que tu as déjà accompagné en tant que freelance, une industrie en particulier? On va dire, imaginons que je refais les sites internet, pour, je sais pas, on peut dire le secteur de la santé, par exemple, parce que c'est OK, souvent des boîtes qui vont pas trop, se prendre la tête, sur leur site. Je pense pas forcément à des dentistes, mais des entreprises qui justement, sont en B2B, OK, vont cibler potentiellement, des dentistes. Donc ça peut être, des entreprises de, manufacturing, pour les dentistes, OK, donc de matériaux ou, je sais pas, de la prestation de services pour la santé. Mais en tout cas, vraiment orienté santé, donc un site qui doit être plutôt épuré, OK. tu vois, qui doit quand même transmettre le sérieux que réclame la santé. Tu vois? Je peux pas avoir un truc un peu, tu sais, comme les templates Webflow, Ouais, ouais, carrément. où je vends de l'IA et en fait, j'ai fait un site en 3 secondes, qui sont en fait des gens qui utilisent la tech et qui vont pas forcément être pertinents pour des sites. Donc là, tu vois, je me suis vraiment nichée sur, je fais ça à la santé, qui sont des secteurs qui vont pas forcément faire eux-mêmes leur site et qui vont prendre un prestataire. Moi, je pense que la scission qui est importante ici, c'est est-ce que je vais aider des entreprises à faire leur site internet qui n'existe pas? Ou est-ce que je vais les aider plutôt à refondre un site internet qui existe? Refondre, OK. ou les 2 d'ailleurs, mais là, on va prendre, la refonte. Partons sur la refonte. En gros, je dis ça parce que je réfléchis à un angle du coup. Je pense que ce que j'ai envie de faire, si je suis freelance et que du coup, je repars de la fin de ce qu'on veut générer. Je vais générer des réponses, des gens qui sont potentiellement intéressés à l'idée que je refasse leur site. Donc déjà, il faut que je trouve, des entreprises pertinentes. Si je suis freelance, que je démarre un peu mon activité, normalement, j'ai du temps pour, si ce n'est des referrals, au moins aller trouver des entreprises du secteur. Je connais normalement un petit peu le secteur, je vois comment il est structuré. Peut-être que je me dis: «OK, j'ai des entreprises vachement de santé dans tel coin», par exemple, géographique, ce qui peut être cool et qui peut me permettre de faire une approche. Ou à minima, je peux me dire, je sais que cette sous-branche, ils sont souvent très peu digitalisés, ils ont souvent des vieux Mmh. sites et du coup, ils ont intérêt à le refaire et du coup, je réfléchis au-delà du ciblage. Qu'est-ce que je veux générer? Si je suis donc je repars de là, si je suis freelance et que j'ai pas un énorme carnet d'adresses encore ou un énorme portfolio, j'ai peut-être envie de leur prouver à quel point je suis fort autour d'un call, d'un audit par exemple, ou d'essayer de leur montrer que je comprends bien leurs problématiques. Du coup, mon call to action, ça va peut-être être, est-ce que je peux vous montrer, est-ce que je peux vous faire une analyse de votre site?
en live ou en asynchrone, peut-être plutôt dans un premier temps en asynchrone et s'ils sont chauds en live, si j'ai suffisamment prouvé. Et du coup, j'ai ça en tête. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est, un audit en asynchrone ou encore mieux en live. Donc je pars de ça. Donc call to action, l'objectif, c'est leur proposer un audit. Ouais, Donc on leur offre, un rendez-vous gratuit, ouais. on market sous forme d'audit. Ouais. Et en fait, c'est un une fois de plus, c'est de la valeur gratuite. Moi, ça va me coûter de l'argent parce que enfin, ça va me coûter du temps en l'occurrence, mais du coup de l'argent de faire cet audit, mais c'est mon coût d'acquisition en vrai. Enfin, c'est mon coût d'acquisition. Si j'ai cet audit, potentiellement, je vends un site web à 10 000 €, j'en sais rien. Donc en fait, je suis OK d'investir ce premier step gratuitement pour que derrière ça génère de la valeur ou du referral ou ce genre de truc. Je Mmh. suis OK de faire ça. Et moi, je rajouterais un petit truc, tu me dis ce que tu en penses. Ouais, Ce que j'aime bien aussi, c'est peut-être la notion un peu plus de rareté et de dire: «Voilà, j'ai sélectionné, 3 sites, sur lesquels, j'offre un audit gratuit que normalement, je facture, et je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant pour vous pour X ou Y raison». Qu'est-ce que tu en penses? bah, c'est un super lead magnet. En gros, il y a cette notion de lead magnet de, à quel point je rends rare le truc. Je disais tout à l'heure, en gros, il y a des leviers qui marchent bien pour vendre, qui sont souvent l'autorité. J'ai accompagné X et moi, je vois très bien qui est X, donc j'ai envie de le faire aussi. Réciprocité, si je fais ça pour enfin, je fais ça pour toi, je fais ce petit investissement, est-ce que tu es prêt à le faire pour moi? Et la rareté en est un aussi de se dire: «En fait, je fais pas ça pour tout le monde, je le fais pour, un petit nombre de personnes, et vous Parce que j'ai faites vraiment partie envie qu'on des». travaille ensemble. Ouais, vous faites partie des few, des happy few qui vont pouvoir, bénéficier de mon OK. truc, quoi. Donc ouais, ça peut marcher. Après, tu vois, si tu vas avoir de la grande, industrie, pharma, santé, ils vont av tu vas avoir du mal à le faire se sentir hyper, particulier, tu vois? Plus tu vas aller sur des petits acteurs et cetera, plus ils vont se dire: «Ah ouais, j'ai de la chance de tomber Oui, là-dedans», mais bien sûr. ça dépend des gens. Donc évidemment, là, vu qu'on est sur un 1er temps et qu'on a envie de vachement convertir, on va avoir, envie d'avoir plusieurs leviers. Donc là, on est dans l'M-list, on est en train de construire une campagne et Mmh. déjà, on peut faire un peu la structure de se dire: «Je vais avoir envie de contacter les gens à la fois par LinkedIn, par mail» et l'idéal, c'est d'avoir du call. En vrai, il y a peu de chances que je convertisse pur par mail. Par contre, si j'envoie suffisamment de bonnes informations par mail et dès que derrière, j'ai un call bien senti au bon moment où j'ai déjà donné de la valeur et du coup, quand je dis, c'est Victor de, freelancewebsite.com, et je c'est moi qui vous ai envoyé l'audit, est-ce que on peut se parler 2 minutes? J'ai vachement plus de chances de pas me faire accrocher au nez que Mmh. si je sors de nulle part et que la personne ne voit pas qui je suis et qu'elle Mmh. a pas vu ma tête, dans Tu as très l'affichage. bon point pour les gens qui peut-être ont un peu du mal avec la prospection, ils savent pas trop quoi dire comme ça. Envoyer un premier mail, c'est bien, d'autant plus que le multicanal, convertit, 232 fois plus, Ouais, que le solo canal. Donc c'est ultra intéressant de le faire et en plus, d'autant plus, du coup, tu as pas fait le travail qu'une seule fois, tu as fait le travail tu fait le travail une fois, mais il a un double impact. C'est-à-dire qu'à la fois, il sert ton message de prospection, mais en plus, il te permet de préparer ton appel, puisque derrière, tu peux réutiliser ce que tu as dit dans ton mail grave. comme accroche et donc du coup, tu es plus en stress à te dire: «OK, attends, je vais aller rechercher les infos et cetera». Normalement, si tu as tout centralisé dans un bon CRM, tu as l'historique des messages que tu as envoyés et tu peux directement réutiliser l'accroche Ouais, comme accroche, en fait, au final, de prospection téléphonique. ouais, sur la réciprocité. Potentiellement, tu aurais ce petit audit, ces petits 3 points là, que j'ai en tête là, que je vais vous montrer, mais que tu as donné, c'est un moi, j'ai mis du temps pour analyser votre site et je vous offre la possibilité de le faire encore plus longuement dans un R1. Mais du coup, quand je vous appelle et que je vous cite ces 3 points et qu'on en discute et que je peux te sonder en disant: «Alors, vous en avez pensé quoi?» Ah là, vous êtes en mode: «Bah, tu as investi du temps, je vais au moins te répondre» et là, à moi de réussir à te convaincre, d'aller plus loin, quoi. Ouais, totalement. C'est ça. Ce que j'ai commencé à construire, c'est, une séquence multicanal où je vais commencer par, une petite visite de profil. En fait, c'est pareil, je veux simuler un comportement humain comme si je l'avais fait, manuellement. Que là, comme on va le voir, Mmh. je vais faire rentrer les gens, immédiatement dans ma Très smart campagne. la vie. Ouais, je visite le profil en disant: «Bah, en fait, si j'avais été, si je l'avais fait manuellement, je serais allé trouver cette entreprise». D'ailleurs, c'est un truc que tu peux faire aussi dans la liste. Tu peux te balader dans LinkedIn et dire: «Bah, celui-là, je le mets dans telle campagne, cette personne-là, je la mets dans telle autre campagne». Je mets ce petit élément de personnalisation et tout qui est un use case assez cool. Mais à minima, je serais allé voir le profil, en me disant: «Bah, ouais, cette personne, je peux grave l'aider, je pense que je comprends bien ses Mmh. problématiques et tout». Donc ça, c'est un 1 step qui est cool à faire et pareil, peut-être dans la foulée, je me dis: «Bah, je visite le profil et peut-être je vais d'abord envoyer un mail, comme ça je suis pas trop intrusif» et surtout avoir du mail tôt dans ma séquence, c'est peut-être encore mieux même de le mettre, en tout premier. Pourquoi? Parce que, ça, c'est une limitation technique qu'on a, en tant que fournisseur de logiciels, nous en l'occurrence, mais tu peux envoyer dans une journée, dans une semaine, dans un mois et cetera, beaucoup plus de mails que tu peux envoyer de messages LinkedIn. Si le volume
facteur limitant pour toi, enfin, que tu as envie de faire beaucoup de volume et que tu as la bande passante de le faire, peut-être toute ta journée, tu la passes à prospecter. Tu vas préférer d'abord envoyer des emails pour faire rentrer plus de personnes dans ton pipe et après des steps Mmh. LinkedIn plus tard pour les gens qui t'ont pas répondu et cetera. Mais admettons que, moi, c'est pas trop une problématique parce que, je sais que je vais pas mettre beaucoup de gens dans ma campagne parce que je vais passer du temps à bien faire mes emails et à bien personnaliser Mmh. et peut-être que je vais effectivement me balader sur leur site pour voir ce que OK. ça donne. Dans la construction de l'email aussi, il y a un truc que je trouve, super intéressant que moi je fais pour les mails récap, après les calls de closing, c'est qu'on utilise Clap. Donc on Ouais, a toute la transcription Clap et en fait, je pars du transcript Clap pour vraiment, réutiliser les mêmes, pains qui reviennent et en ouais. fait, du coup, je prends le transcript Clap que je plug à Claude parce qu'il y a un MCP Clap Mmh mh. et en fait, il me ressort toutes les phrases, tous les mots qui ressortent le plus souvent et du coup, ça me permet de faire ressortir les bons pain points dans les messages de prospection et en Ouais. fait, ça me fait gagner un temps de fou parce que mes calls de prospection, même ceux qui ne closent pas parce qu'on close jamais 100, bah, me servent à, avoir une meilleure visibilité et compréhension de ma cible puisque je réutilise finalement leurs propres mots. Chez l'ami, ça, sur des parce qu'on a pas mal de deals qui sont ouverts et du coup, il y en a qui sont perdus. Quand on fait du recontact des close loss, donc les gens avec qui on a parlé déjà par le passé, ils ont déjà eu des rendez-vous sales, mais ils sont pas allés au bout, et qu'une nouvelle personne est arrivée dans l'entreprise. On parlait avec l'ancien head of sales et il y a un nouveau head of sales qui est arrivé, qui a remplacé l'ancien. Bah, justement, on peut connecter l'Emlist avec Clap, donc ça demande plus de temps, que ce qu'on va faire là aujourd'hui et plus de moyens. Mais en fait, on connecte avec Clap en disant: «Va me trouver pour l'entreprise les éléments qui étaient pertinents» et donc en fait, peut-être que je connais déjà chez eux le pourcentage outbound, inbound. Peut-être que je sais ce qui motivait leur décision de commencer à faire de Mmh. l'outbound avec l'Emlist, avec quel compétiteur ils étaient avant et du coup, je contacte la nouvelle personne en disant: «J'ai parlé avec ton prédécesseur», que du coup je vais nommer. Il me disait que et là je vais utiliser du contexte de ouf et à la fin, si je finis par lui dire: «Je peux te montrer un peu le POC qu'on avait décidé à l'époque, mais qu'on n'avait pas pu mettre en place» et en fait C'est sûr qu'il te répond. bah oui, parce qu'en fait, il va pas me dire: «Non, ça m'intéresse pas de voir le POC», et en fait, je vais montrer que je comprends très bien la situation dans laquelle il est et peut-être que je peux l'aider à ne pas partir comme, l'ancien head of sales. Comme quoi, quand on a les bons outils, en fait, Bah ouais, je crois aussi, tout hein. devient beaucoup plus simple, tu comptes plus sur ta mémoire. Exactement. OK, donc première étape, visite de profil. Donc ça, Ouais, c'est la première chose. Tu veux créer une séquence du top 1. Première étape, tu visites le profil. Donc en fait, on va venir automatiser ce qu'on fait manuellement, c'est ce que tu ouais. disais tout à l'heure. Ensuite, je vais faire un email pour pas avoir trop la contrainte de volume vis-à-vis de LinkedIn avec, les messages LinkedIn sur lesquels je suis un peu plus limitée, c'est normal, LinkedIn les limite et donc là, je vais écrire un mail sur lequel je vais commencer donc c'est quoi mon accroche? Comment tu construis le message? Ouais. Premier message. Là, si je me remets du coup, admettons, commençons par, au-delà de la signature et cetera, on va pas rentrer là-dedans, mais si je me remets mon truc de, call to action, Ouais, à la fin, je sais que ça va être le plus important, ça va être ce que je veux réussir à générer. Donc là, on s'est dit que, on pouvait c'était un audit proposer un gratuit. audit gratuit ou en tout cas un audit en asynchrone. Donc ça, je peux le garder en tête ou déjà me rappeler que je veux dire audit gratuit. Donc je sais que je veux finir par ça. Si je remonte un peu, pourquoi je voudrais faire un audit gratuit? Parce que potentiellement la personne, elle s'est rendue compte qu'elle avait pas un très bon, taux de conversion sur son site web. Peut-être que là, je vais commencer à réfléchir à quels sont les KPI potentiellement business dont je peux lui parler, qui vont qui vont effectivement lui parler, qui vont, peut-être c'est un KPI dont cette personne est en charge, peut-être c'est je m'adresse à un website manager, peut-être que je m'adresse à un marketing manager, que sais-je. Donc peut-être que j'ai envie de lui parler de son CRO, donc son taux de, de Conversion de sur le site. conversion, exactement, Ouais. merci. Peut-être que j'ai envie de lui parler de son trafic, peut-être que j'ai envie de lui parler de son taux de rebond parce que, les gens, viennent sur son site et ils comprennent rien et ils repartent. Peut-être que j'ai envie de leur parler de leur taux de session, enfin ou leur, la durée de session moyenne, par exemple. OK. Admettons que je me sois arrêté là-dessus. Ça, moi aujourd'hui, je fais une proposition. Ça, forcément, si toi, ton métier, c'est d'être, freelance sur un website et notamment si tu as choisi le secteur de la santé, c'est parce que tu sais les KPI que tu aides à booster. Tu sais ce que quand tu parles avec un client et qu'il est très content, il te dit: «Je suis très content parce qu'on a boosté tel KPI de temps», bah, tu sais que c'est ça que le KPI que tu Bah, c'est récupérer de la donnée, hein. ouais, Voilà, si je prends un exemple, par exemple, un site dans la santé, son sujet, ça va être moi, très souvent, je les vois sur ces sites-là, ouais, il manque de taux de conversion. ouais, Enfin, il manque de, récupération d'informations. C'est-à-dire que le seul call to action qu'ils ont sur leur site, le seul appel à l'action, c'est faire une demande de devis. Donc en fait, comment tu fais pour des gens qui sont pas prêts à demander un devis tout de suite, mais qui se sont intéressés à tes services, ouais, pour justement derrière les recontacter? OK. Donc là, le site, il va me permettre d'aller, comprendre un peu, comment convertir la cible que je vais avoir. Ouais, bah, très bien. Bah, en fait, on va plutôt aller chercher ça, on va aller chercher la demande de devis. Peut-être que je me dis que, là, il faut que je me rappelle de bien citer ma ref à cet endroit-là. Et que du coup, pour en arriver à la demande de devis, c'est quoi la suite logique des choses? C'est quoi le premier truc,
que je peux utiliser? En quoi c'est important d'avoir beaucoup de demandes de devis? Si je les perds, du coup, en quoi c'est problématique? Et comment je peux, en arriver au diagnostic qu'ils doivent avoir très peu de demandes de devis? Et du coup, là, c'est un truc que je pense qu'il va falloir faire un peu manuellement, mais comme on a dit au début, il faut faire manuel et derrière, on verra comment automatiser un peu. Là, je pense que ce qui est cool, c'est de dire, on va revoir la phrase, mais: «J'ai fait un tour de votre site», typiquement. Heu, Peut-être que là, j'ai envie de citer le site. OK. Je vais citer le site ici, hop, admettons, OK. Hem, j'ai vu que et là, peut-être que je vais citer 3 trucs. Donc, vous aviez X, ça, c'est un truc que je vais personnaliser à chaque fois. Il y a pas de Y, et pour arriver à Z, il faut passer par, A. OK. Donc, si je reprends, c'est, j'ai fait un tour, sur votre site, XYZ. J'ai vu que, vous aviez, un formulaire pour, la demande de devis. Mais pour autant, il n'y a pas de prise de mail en dehors de ce formulaire. Alors pour éviter de perdre, les gens qui viennent sur votre site, heu mais qui ne sont pas forcément prêts tout de suite à prendre une demande de devis et qui auraient potentiellement besoin d'informations et que vous puissiez, récupérer leurs coordonnées, j'ai pensé à, Y. Si vous voulez, je peux vous montrer rapidement, comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place et on vous propose du coup un audit gratuit. Bah, ouais, du coup, là, c'est méga long, mais parce que ça, c'est ce que tu aurais dit à la voix. Ouais, exactement. Mais en fait, je me base du coup sur ce Très que grave. j'aurais dit à la voix. Mais en fait, c'est une fois de plus, tu sais que tu vas enfin, eux, a priori, tu vas les appeler. On va se mettre un step d'appel plus tard, mais tu vas les appeler en leur disant, justement ça, ce que tu as remarqué et tout. Il faut que ça leur parle. Mais du coup, si tu l'as écrit avant et que tu as donné les bullet points comme ça peut c'est juste expliquer ton cheminement et montrer que tu sais de quoi tu parles. Ouais. Tu vois, là, par exemple, tu as parlé de demande de devis, tu as parlé de ne pas récupérer un mail. Déjà, tu montres que tu sais, bon, ça paraît peut-être, en fait, logique, mais pas tant que ça. Peut-être que la personne, elle est arrivée récemment dans son poste, elle sait pas que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être que c'est un junior, elle sait pas. Peut-être qu'elle sait, mais que potentiellement elle a pas non plus, Oui, ou elle y a pas pensé, tu vois? Elle s'est n'y dit: a «Bah, pas c'est bon, il y a pensé. un formulaire, si quelqu'un est intéressé, il va prendre». Sauf qu'en fait, elle se rend pas compte que cliquer sur «demander un devis», c'est ultra engageant, tu vois? Ouais, C'est comme le truc de, enfin, tu vois, les sites e-commerce utilisent souvent ça. Ils te disent de remplir ton email pour gagner genre 10 sur ta première commande. ouais, C'est un moyen pour eux de récupérer ton adresse mail parce que si tu veux si tu veux aller voir ton panier, il faut que tu te connectes. Il y en a plein qui arrêtent là, tu vois? ouais, Ils se disent juste: «Non, non, moi je voulais juste, mettre le code promo, voir le panier». Et ouais, du coup, ils partent sans rien. Alors que là, quand ils te donnent 10 il y a cette notion de réciprocité où au moins tu donnes ton mail et ensuite si tu achètes pas, bah, du coup, ils peuvent te relancer avec du panier abandonné et cetera. ouais. Tu vois, bah, j'ai repris, une phrase que tu as dite parce que et je pense que tu as raison, notamment si on s'adresse à une cible qui est très habituée à faire ou bien du call sales ou bien même du call, Ouais, comme ça. Les réflexes que vous avez, les phrases que vous dites et qui allument, l'étincelle dans les yeux de vos prospects, il faut que vous arriviez absolument à les recaler dans les mails parce que c'est ça qui leur parle. il y en a pas beaucoup qui font des bons calls de prospection. En tout cas, ne serait-ce que les raisonnements ou les petites phrases, et tout le monde ça pour le coup a des petites phrases de quand vous dites ça, vous savez que vous avez un rire ou vous avez un truc comme ça. En fait, c'est de l'émotion et vous avez Mmh. envie de générer cette émotion, chez votre prospect, quoi. Ouais. Donc et typiquement, tu as dit, demander un devis, c'est un procédé engageant, enfin, les gens, ils sont pas prêts à faire ça et typiquement, tu peux reprendre ce truc, c'est un comportement humain où tu sais que les humains ne sont pas faits comme ça et en fait, tu peux, heu éveiller cette chose, soit la personne en face de toi, elle s'en rend compte, soit elle s'en était pas rendu compte, elle a dit: «Ah mais c'est pour ça qu'on n'a pas de devis». Parce Exactement, que c'est augmenter en fait son niveau de conscience et ouais, sa compréhension du problème. Moi je dis tout le temps en vente, c'est tu plantes une petite graine dans la tête de ton prospect et il faut qu'elle soit suffisamment bien faite, donc que tu l'aies mis dans un bon pot, je ouais, dirais, pour qu'elle puisse grandir dans sa tête. Donc c'est vraiment en fait là quand il va voir ce mail-là, quand bien même il y répond pas, à chaque fois qu'il va aller sur son site et qu'il va se rendre compte qu'il n'a pas de demande de devis, ça va lui trotter dans la tête. ouais, Et donc de il ouf. faut que ça reste suffisamment pour que le mec ait envie de revenir. Ça va lui trotter dans la tête pendant 2 semaines et potentiellement pendant 2 semaines, le reste de mes messages s'envoie, quoi. Je vais Exactement. affiner mon truc, quoi. Donc, les relances, le message LinkedIn et puis quand je vais le rappeler et que ça aura trotté dans sa tête pendant 2 semaines, je vais dire: «Bah, j'ai pensé à vous. Vous savez, je vous ai fait un mail parce que j'ai trouvé ça dommage sur votre site moi, je suis allée sur votre site, je suis partie, mais c'est dommage, vous avez pas récupéré mon mail alors que j'aurais pu être un client potentiel». Hem, On crée de la Carrément, familiarité. carrément. Avec X et donc là, c'est avec, on va dire avec client, Ouais. que j'ai accompagné. Enfin, j'ai accompagné, clients, heu, dans la refonte de leur site. Et on a pu récupérer, X demandes de devis supplémentaires. On est passé mais surtout, enfin, quantifier exactement, on est passé de, 20
à 200 devis par mois en 6 mois. Et Bah, d'où l'importance de bien suivre aussi. Moi, je le dis beaucoup aux freelances que j'accompagne. Je dis que quand vous délivrez votre produit, n'oubliez pas que c'est à ce moment-là que vous êtes en train de récupérer des informations pour convertir derrière. Donc, attendez pas que ce soit votre client qui vous dise à combien est-ce on en a eu en plus. Faites en sorte justement de le mesurer de manière beaucoup plus poussée. là, donc je repars de ça. J'ai fait le tour de mon site. Enfin, j'ai fait un peu mon accroche. J'ai montré que j'ai fait mes devoirs aux prospects. Je lui ai montré, je sais par quoi vous passez. Je sais que vous avez ci, que vous n'avez pas ça. Donc ça, je vais le personnaliser par personne. Peut-être que ça, je ne vais pas le personnaliser par personne. Ça, je peux le garder. Donc c'est tout ça à faire que j'aurais dû faire manuellement, que je ne vais pas faire vu que c'est automatisé. Et ensuite, c'est là que je vais proposer peut-être mon audit gratuit. Euh, donc soit je peux vous proposer je peux vous montrer je commence par là parce que c'est moins engageant. Je peux vous montrer, avec une capture d'écran de X Mmh, minutes, heu, l'avant-après. ouais, Là, on va peut-être pas se le rédiger en entier, mais en gros, c'est ça la logique. C'est de se dire: «Je veux partir de là, moi. Je veux lui envoyer ça parce que je veux qu'il soit convaincu. Je veux peut-être qu'il voit ma tête, qu'il se dise: "Bah, le mec, il a enregistré une vidéo de 3 minutes. Franchement, il a envie de la revoir"». Pour en arriver là, j'ai dû montrer que je savais, que j'avais déjà un compagnon d'entreprise, qu'on était passé de A à B, que c'est hyper quantifiable, qu'eux, il y a aucune raison de se dire: «Si moi, j'ai même pas 20 devis, aujourd'hui, j'en ai 10, peut-être que je peux au moins passer de 10 à 100, voire de 10 à 200». Donc j'ai hyper envie et j'ai hyper envie parce qu'il m'a montré qu'aujourd'hui, mon process, il était sous-optimal, que je pouvais faire beaucoup mieux, quoi. Donc OK. ça peut être un 1er. Derrière, j'envoie une invitation. Si la personne, elle est, connectée, enfin, elle a accepté mon invitation sur LinkedIn, je vais continuer de la prospecter sur LinkedIn. Par exemple, on peut faire un truc comme ça, où tu disais tout à l'heure, le message vocal. Sur cette cible, je suis pas sûr, mais ça se teste. En tout cas, on peut essayer. À la place du deuxième message, on peut envoyer un message vocal qu'on va enregistrer, soit en amont, soit pour chacun, Mmh. soit qu'on va enregistrer avec l'IA. On va écrire un message et une IA va parler à notre place. C'est une fonctionnalité qu'on a. OK. Et si c'est pas le cas, du coup, je veux quand même continuer de prospecter cette personne. Donc peut-être que je vais lui envoyer des emails, peut-être que je vais tenter ma chance sur WhatsApp, sur SMS. Ça, c'est à tester et c'est bien de l'avoir plutôt en fin de chaîne ou sur du recontact, des gens que vous connaissez déjà. Et en tout cas, à chaque fois que c'est possible, pourquoi pas me rajouter un call, en fait, une tâche de call. Parce que plus, j'appelle les gens, bah, forcément, plus je vais avoir un bon taux de conversion. Appeler quelqu'un et lui dire: «Est-ce que vous avez vu mon mail où je vous disais ci, je vous disais ça?» On a une réponse plus de toute façon. Bah, ouais, exactement, et C'est le que ce soit moyen le plus positif ou rapide. négatif. Ouais. Donc en gros, là, je vais me mettre une tâche de call ici, c'est cool. Je vais mettre une tâche de call si la personne m'a pas accepté et je vais aussi en mettre une, si la personne m'a accepté mais qu'elle a pas répondu à mon premier message. Et ce qui est cool, c'est que typiquement, si là, je mets un tout petit délai entre mon call et mon email, je peux même, rendre automatique le moment où je dis: «J'ai essayé de vous contacter, je vous ai pas eu». C'est un truc que je dois faire manuellement Mmh. si je passe par HubSpot ou si je passe par mon CRM en tout cas, ou par une autre solution ou manuellement encore pire. J'appelle, OK, je dois me rappeler le numéro que j'ai appelé, c'était quoi déjà l'adresse email et cetera. En fait, là, je peux typiquement dire: «J'ai essayé de vous joindre», heu et là, je peux même dire, «Oh», et là, je mets le numéro de téléphone pour montrer que j'ai vraiment essayé de joindre, que j'ai le numéro de téléphone, que je le connais, ou au pire qu'ils me disent: «Bah, non, c'est plus mon numéro, c'est le X». Enfin, ça, c'est un long shot, mais ça peut arriver potentiellement pour, si jamais c'est pertinent ce que vous dites. Puisque, je l'ai pas eu, par exemple, puisque j'ai pas pu vous avoir, je vous envoie le recording dont je vous ai parlé dans le dernier call, par exemple. Ou alors, je réitère, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, j'ai parlé avec, telle autre entreprise et j'ai pu enfin, on a pu, arriver à tel résultat, ou j'ai refait un tour sur votre site et j'ai vu qu'en plus de la demande de devis, j'ai peut-être, 7 autres trucs que vous n'avez pas validés. Mmh. Ou peut-être que moi je fais aussi du SEO avec, mon website. En recherchant votre site, je suis tombé sur, votre concurrent. Ah oui. En fait, juste OK, en donc ma vraiment, comme si tilté. manuellement, comme si, humainement je l'avais fait, et peut-être que ça me demande une tâche manuelle, mais si ça me demande une tâche manuelle de 10 secondes au lieu de réécrire un mail de 3 minutes, j'ai gagné autant. Victor, il me semble que tu viens nous faire une petite masterclass, dans l'académie, prochainement sur, la prospection. C'est très possible. J'ai Ouais, ouï dire. très possible, j'ai ouï dire. Et bien évidemment, si vous avez envie d'améliorer vos taux de conversion sur les listes, Victor est là pour ça. Donc vous pouvez, prendre rendez-vous, avec lui en bio et il sera ravi, de vous partager, ses meilleurs tips adaptés à vos problématiques, votre cible et votre business, bien évidemment. Merci Victor pour ta présence. Merci à toi, Chanel. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode de Top 1 ou rien. N'hésitez pas à nous faire vos feedbacks dans les commentaires. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la cloche, nanana, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la chanson. Et puis surtout, on n'oublie pas, on s'abonne pour plus de tips.